Les amis, bonjour et bienvenue dans la pause garage. Vous connaissez la chaîne, ici nous vous offrons toujours des essais 100% passion et 100% transparents. Les concessionnaires nous prêtant simplement les voitures gratuitement en échange de visibilité sur nos réseaux. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les garages du groupe MS Motors pour leur participation aux essais de la pause garage. Si vous avez des questions sur votre future voiture, n'hésitez pas à les contacter, ils se feront un grand plaisir de vous renseigner. Je vous rappelle également de vous abonner à la chaîne car c'est ce qui permet à celle-ci de continuer à exister. Le pouce et le commentaire sont des petits plus qui nous font quand même grandement plaisir. Bon, maintenant, arrêtons de discuter et place à l'essai de la nouvelle Toyota BZ4X avec un B minuscule. Il est petit comme ça. Derrière ce nom ressemblant au reste des lettres d'une partie de Scrabble, se trouve en fait le premier SUV Toyota 100% électrique de grande série. Je dis de grande série car il faut se rappeler qu'en 1997, Toyota avait fait un partenariat avec Tesla pour tester la technologie électrique. Il en avait résulté 328 RAV4 100% électriques qui furent finalement vendus au public après 6 ans de tests. Une autre version fut également lancée en 2012 en série limitée sur le seul marché américain et tous ne trouvèrent pas acquéreur. Donc pour son premier SUV 100% électrique de grande série, Toyota a préféré jouer la sécurité en s'associant à un partenaire leur permettant de réduire les coûts de recherche et développement. Le choix s'est tout naturellement porté sur un ancien associé qui avait déjà donné naissance à la Toyota GT86. Je veux bien évidemment parler de Subaru. Basé sur la plateforme ETNGA, développée conjointement par les deux constructeurs japonais précités, le SUV compact 100% électrique de Toyota reprend le nom de BZ4X. Derrière ce nom quelque peu barbare, il faut se l'avouer, se cache une gamme de voitures électriques du groupe qui sera appelée BZ pour Beyond Zero. Cette gamme de voitures qui sera vendue mondialement et qui est composée actuellement d'une seule voiture, la nôtre, se verra enrichir de 6 nouveaux modèles supplémentaires d'ici 2025. De quoi afficher la volonté de Toyota d'enfin se lancer dans l'automobile électrique. Pour le développement de ce châssis, Toyota s'est occupé de la batterie, de la transmission, mais également des moteurs qui se trouvent sur les essieux de cette voiture. Subaru, quant à eux, se sont occupés du système de 4 roues motrices et de la sécurité active. Il en résulte non pas une, mais 2 voitures, puisque la Toyota BZ4X ici présente est également rebadgée et vendue sous le nom de Subaru Solterra. Solterra qui est un nom quand même beaucoup plus facile à dire que BZ4X qui ressemble plus à un mot de passe que réellement à un nom de modèle de voiture. Quoi qu'il en soit, notre BZ4X offre un style futuriste et plutôt atypique. Difficile de dire lorsqu'on se trouve de loin qu'on a affaire à une Toyota. Il va falloir s'approcher du logo pour deviner les origines de cette voiture. Toujours à propos du design, je commencerai par l'avant de cette voiture avec, comme vous le voyez ici, des plastiques noirs qui reprennent ici le garde-boue de la voiture, mais qui reviennent en fait jusque sous le feu avant à LED adaptatif bien évidemment. Celui-ci fait en fait une forme de C et reprend le bas du pare-choc des deux côtés de la voiture. Ce que j'aime aussi beaucoup sur cette face avant, c'est 2 choses. Tout d'abord, ce sourcil, si on peut appeler ça comme ça, qui revient ici sur le dessus du feu, mais qui est entrouvert sur le dessus. Mais également, regardez là, on a du noir laqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on retrouvait le même genre de choses sur la Volkswagen ID3. Cela vient permettre de donner l'impression qu'on a un capot beaucoup plus court, mais surtout un pare-brise qui se prolonge sur le capot comme ceci, avec le toit dans la même couleur. C'est très joli, très design, et j'apprécie beaucoup ce genre de petits détails. À l'arrière, ce n'est pas le garde-boue qui remonte sous le feu, non, c'est le feu qui vient descendre jusqu'au garde-boue. Alors c'est un choix stylistique qui, combiné avec le plastique noir ici en dessous qui remonte assez haut, permet de diminuer le sentiment de hauteur qu'on pourrait retrouver à l'arrière de cette voiture. On constate aussi une barre de LED qui fait toute la largeur de cette voiture et qui est surplombée par un petit aileron, mais également par une vitre qui est assez inclinée. Au-dessus de cette dernière, on retrouve le deuxième aileron de cette voiture, mais qui est lui ouvert en son centre. Alors, puisque nous sommes à l'arrière, jetons un œil au coffre de cette voiture. Il fait 452 litres en configuration 5 places, sauf que dans notre modèle, nous sommes équipés du système audio JBL. Résultat, le caisson de base qui se trouve ici fait perdre 11 litres d'espace. Alors, celui-ci offre une belle ouverture, puisque regardez, malgré mon 1,87 m, je ne viens pas toucher le plafond. Il a juste un petit défaut, c'est qu'il n'y a pas de rail pour cette tablette qui est ici. Résultat, pour venir la remettre dedans, c'est un petit peu moins pratique.
Petit défaut, il faut l'admettre. On retrouve en dessous de ce coffre un généreux sous-coffre qui vous permettra de venir mettre le câble de recharge, mais également différents éléments. On a près de 10 cm d'épaisseur, c'est quand même pas mal. Alors, on a également une banquette arrière fractionnée en 40-60 rabattable, vous permettant ainsi d'augmenter considérablement l'espace de ce coffre. Ouh. Oh. Ah, je vous garantis que je ne suis pas mécontent de monter à bord de cette voiture. Alors, à l'avant, on est vraiment pas mal installé. La console centrale est assez élevée, comme vous pouvez le voir, et ce qui fait que si vous aimez régler votre siège au plus bas, vous aurez quand même le coude assez hautement placé, surtout pour les petites personnes. Par contre, cela donne un sentiment réellement d'enveloppement dans cette voiture. On a vraiment l'impression d'être dans un cockpit de vaisseau spatial. Et puisqu'on parle d'enveloppement, il faut absolument maintenant que je vous parle des sièges. Ceux-ci, sont typiques Toyota, c'est-à-dire qu'ils sont moelleux, je suis bien installé dedans. Étonnamment, j'ai des très bons maintiens latéraux, je ne suis pas à plaindre à ce niveau-là. Par contre, je regrette simplement une assise qui est un petit peu trop courte. J'aurais aimé que celle-ci fasse 3-4 cm de plus. Bon, après, j'ai un certain gabarit, je suis certain que Marc serait très bien installé ici. Ce que j'aime aussi, c'est le choix des matériaux. On a ici un simili-cuir qui est très agréable au toucher. Même chose pour le siège. C'est réellement un très bon choix de leur part et ça vient apporter un certain confort à cette voiture. Alors par contre, avec des températures comme aujourd'hui où il fait -6, effectivement, ce sera plus froid. Heureusement, nous avons le siège chauffant, mais également le volant chauffant qui s'active automatiquement en fonction de la température ambiante. Et puisqu'on parle des matériaux, j'ajouterai en point positif à cette voiture le choix d'un tissu pour recouvrir ici tout le tableau de bord. Celui-ci n'est pas moussé, c'est vraiment un petit reproche à faire, mais par contre ça apporte une certaine chaleur à cet habitacle. Par contre, dans les points négatifs au niveau des matériaux, je regrette le choix d'un noir piano brillant un petit peu partout où vous allez placer vos mains. C'est un petit peu dommage. En dessous de l'écran tactile, je comprends, on reste dans le style de la dalle. Par contre, console ici centrale avec la boîte à vitesse et surtout ici au niveau de la poignée et pour les vitres, c'est un petit peu moins bien. Et lorsque je regarde devant moi, je dois bien avouer que j'ai une très bonne visibilité, surtout grâce à cette petite custode qui se trouve devant les rétroviseurs qui apporte réellement une belle visibilité. Ce qui n'est pas le cas du 3/4 arrière, l'imposant montant C n'y est pas étranger. Heureusement, nous pouvons nous reposer sur les aides à la conduite avec les caméras à 360 degrés qui permettent de voir tout autour de la voiture. Puisque nous sommes à l'avant, laissez-moi vous présenter les deux écrans qui composent l'interface de cette voiture. Nous avons tout d'abord un écran de 7 pouces qui se trouve derrière le volant et qui vous affichera les différentes informations relatives à la conduite. À côté de celui-ci, on retrouve ici un peu plus en avant un écran de 12,3 pouces tactile qui est très réactif. Celui-ci reprendra l'infodivertissement, le GPS, les informations sur la voiture, mais également un assistant vocal qui vous permettra d'utiliser cette interface avec une grande facilité. Le seul défaut de cette interface reposera sur la combinaison de l'écran se trouvant devant moi avec le volant. Effectivement, si celui-ci n'est pas réglé au plus bas, l'anneau de celui-ci va passer devant l'interface, vous cachant les informations de conduite, comme par exemple votre vitesse. Et ça, il faut reconnaître que c'est assez handicapant. C'est la raison pour laquelle le prototype qui préfigurait ce véhicule avait un volant qui était légèrement modifié sur le dessus de la couronne. Ah, ça il faut faire attention. Alors, petit détail, mais regardez, on a ici ce débordement qui fait que lorsque je rentre, mon genou passe tout près. Il faudra faire attention de ne pas se cogner. Alors à l'arrière, il n'y a pas d'écran, mais on est vraiment bien installé. J'ai de l'espace, regardez-moi ça. J'ai réglé le siège pour moi à l'avant et j'ai près de 20 cm ici devant les genoux. J'ai de la place aux épaules, j'ai de la place à la tête. Alors, il me reste facilement 5 cm et je fais 1,87 m. On est réellement très bien installé. Rien à dire là-dessus. Surtout que j'ai toutes les commodités qu'il faut. J'ai ici la coudoir centrale, les 2 ports USB-C, les sièges chauffants, vitres électriques. Non, on est vraiment très bien installé. Surtout avec le double 3 ouvrant, j'ai une belle luminosité. Je vois l'extérieur de cette voiture avec une grande facilité. Par contre, ce n'est pas du tout la même chose pour la place centrale. Effectivement, celle-ci est plus étroite, moins confortable et surtout plus haute. Et regardez, j'ai ici ma tête qui vient se mettre dans la lampe d'ambiance de l'arrière de la voiture. On n'est vraiment pas bien mis. C'est une place vraiment pour dépanner, pour un jeune enfant, mais certainement pas pour un adulte et surtout sur de très longs trajets. À propos de trajet, tu démarres? Oui, on va démarrer, mais avant, on parle de la batterie et des moteurs.
La voiture est équipée d'une batterie lithium-ion de 71,4 kWh qui est placée à plat dans le plancher. Cette dernière alimente un moteur qui est placé ici sur l'essieu avant et qui fait 204 chevaux et 266 Nm. Alors ça c'est pour la version 2 roues motrices. Si vous choisissez la version 4 roues motrices, vous aurez un moteur paresseux et chacun développeront 109 chevaux et 168 Nm. Ces moteurs synchrones à aimant permanent fonctionnent au courant alternatif et permettent un 0 à 100 en seulement 7,5 secondes pour notre version du jour et 6,9 pour la version équipée des 4 roues motrices. La vitesse de pointe est quant à elle toujours limitée à 160 km/h. Bon, on y va? Oui, on y va. C'est parti, c'est parti. Alors, à conduire, c'est une voiture qui se veut souple dans la direction, mais pas dans la suspension. Malgré que nous ayons une suspension McPherson à l'avant et une double triangulation à l'arrière, la voiture fait ce qu'elle peut, mais elle a une certaine masse due à sa batterie. On oscille entre 1895 kg et 2065 pour les versions les plus lourdes. Il n'y a pas photo, tout cela se ressent inévitablement dans le toucher de route. Par contre, cette suspension un peu plus dure a un gros avantage, elle permet de venir contrer le roulis que pourrait prendre la voiture lorsqu'on prend des virages un peu plus appuyés. Alors pour en finir avec cette suspension et ce train avant, j'aimerais ajouter un dernier point, c'est que lorsque les conditions de route ne seront pas optimales, nous allons avoir une voiture qui sera légèrement sous-vireuse. Comment est-ce que tu vois que... Attendez un instant. Alors, juste une chose, je suis en train d'enregistrer cette scène dans cette vidéo et je vais juste baisser la clim un instant, voilà. Je suis en train d'enregistrer cette scène et je parle à la caméra. En étant sur une route dégagée, bien rectiligne, je parle à la caméra, je m'adresse à vous. Et je viens d'avoir l'ordinateur de bord qui me prévient que je ne regardais pas la route. Fais attention à la route. Alors je ne sais pas où se trouve cette caméra, j'imagine que c'est ici derrière le volant, mais c'est plutôt impressionnant et ça ajoute de la sécurité et je ne m'y attendais pas du tout. Très bon point de la part de Toyota, enfin Subaru, qui a développé les aides à la conduite de cette voiture. Sinon, au niveau de la conduite, regardez, je suis ici en ligne droite, j'enfonce et ça part. On sent que le moteur fait plus de 200 chevaux et qu'il arrive réellement à lancer la voiture sans aucun problème. Pour une conduite au quotidien, vous n'aurez absolument aucun problème. Par contre, c'est vrai que la vitesse de pointe limitée à 160 km/h pourrait être handicapante sur certains marchés, comme l'Allemagne par exemple, où les vitesses n'ont pas forcément de limite sur autoroute. Bon, maintenant, j'aimerais aborder avec vous des petits détails qui ont quand même leur importance à bord de cette voiture. Pour commencer, c'est l'habitacle. Je vous disais tout à l'heure qu'on était dans un habitacle assez enveloppant avec cette console centrale assez haute. C'est toujours le cas, je le confirme, on a réellement un poste de conduite type avion de chasse. Par contre, j'ai mon genou qui vient ici se poser sur la console centrale, mais également sur la garniture de portière. Et ces deux-là, écoutez, sont en plastique assez dur. Résultat, c'est pas très confortable et c'est vrai que ça pourrait vite devenir gênant pour les personnes qui voudraient faire de longs trajets comme ça. Attention, ça c'est pour mon usage. N'hésitez pas à aller essayer la voiture pour voir si cela vous convient ou pas. Autre petit détail, c'est le petit bouton que nous avons ici qui permet d'enclencher ou non le frein régénératif. On n'a pas plusieurs niveaux réglables, on n'a pas besoin de tout ça. On enfonce simplement le bouton, le frein régénératif rentre en marche et en fait à la levée du pied, regardez-moi ça, ça freine assez correctement. Je pense que dans 99% des situations, vous n'aurez pas besoin de la pédale de frein. Sauf que, regardez, la voiture ne s'arrête pas. Elle continue sur un filet de gaz de plus ou moins 5 km/h. À ce moment-là, je n'ai plus qu'à venir légèrement toucher la pédale de frein et le véhicule s'arrête. Voilà, c'est un choix des ingénieurs que je comprends tout à fait. On n'a pas besoin d'un arrêt complet, même si ça apporte le petit plus, comme chez Tesla ou encore dans d'autres marques. Mais là, c'est déjà très bien. Je vous parlais tout à l'heure du fait que la voiture était un petit peu sous-vireuse. En fait, à l'accélération, même chose, les roues avant patinent. Ah oui, ça patine. Il y a quand même du couple assez conséquent, ce qui fait que la voiture fait ce qu'elle peut pour contrôler. C'est peut-être aussi pour ça que la voiture se retrouve en fait chassée du train avant lorsqu'on vient un petit peu attaquer en virage.
Alors on est également en droit de se poser, mais à qui se destinent cette voiture? Eh bien je pense qu'elle se destine réellement à tout le monde. Que ce soit les familles, car on a quand même un beau coffre à l'arrière, mais également les jeunes couples. Les jeunes couples qui voudraient pouvoir transporter les amis à l'arrière, car on a énormément de place à l'arrière, tant aux jambes qu'à la tête. Donc c'est une voiture en fait qui se veut réellement polyvalente, qui va pouvoir toucher un maximum de personnes, à condition bien évidemment d'arriver à les séduire avec son style. Au cours de cet essai, la voiture a consommé une moyenne de 20,2 kWh au 100 km, soit bien plus que les 14,5 annoncés pour cette version traction. Mais c'est tout à fait normal, car il ne faut pas oublier que nous avons fait de l'autoroute, nous avons fait des voies rapides, mais en plus, il fait moins 6 degrés et il n'y a pas photo. Cela va inévitablement impacter la consommation, mais également l'autonomie de cette voiture. À ce propos, sachez que la voiture est annoncée pour 503 km WLTP pour notre version traction et 415 pour la version en 4 roues motrices. Et si jamais cette distance ne devait pas suffire pour combler votre trajet, il suffit alors de recharger la voiture. Et pour ce faire, eh bien, nous avons deux possibilités. Tout d'abord, en courant alternatif, avec une puissance allant jusqu'à 6,6 kW. Et ensuite, eh bien, en courant continu, avec des puissances allant jusqu'à 150 kW. Et ce, quelle que soit la motorisation choisie. Cela permet à cette voiture de passer de 10 à 90% de charge en seulement 30 minutes. Maintenant que nous en avons fini avec la technique, il est temps d'aborder le point le plus attendu, le tarif. Vendu à partir de 59 820 € dans la version traction, la version haut de gamme 4 roues motrices est quant à elle vendue à partir de 71 480 €. Sachez qu'à ce tarif, Toyota propose une garantie de 3 ans et 100 000 km sur sa voiture, qui sera prolongée d'année en année si vous faites l'entretien dans le réseau officiel Toyota. À ce moment, la garantie peut même courir jusqu'à 10 ans et 200 000 km. La batterie, quant à elle, est garantie 8 ans et 160 000 km à 70% de sa capacité initiale, sauf pour la première année, où l'échéance des kilomètres n'a pas cours. Pour conclure, eh bien, je dois vous avouer que cette Toyota m'a plutôt séduit, déjà par son côté souple à la conduite, sa technologie embarquée, mais également sa belle autonomie. Seule sa puissance de charge en courant continu limitée à 150 kW, mais également un train avant peut-être trop sous-vireur lorsqu'on a une conduite plus appuyée, eh bien, pourrait en rebuter certains. Une chose est sûre en tout cas, eh bien, ça vient confirmer que Toyota est bien entré dans la danse de la voiture électrique et cela d'une belle façon. Je me réjouis de voir ce que ceux-ci nous réservent pour les prochains modèles à venir car ils viennent de prendre un très bon départ. Enfin, ça, ce sera à vous de le dire, ça dépend de vos goûts. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez également nous laisser un petit pouce, mais également vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification. C'est ça qui permet à cette chaîne de continuer d'exister. Je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Et en attendant, soyez prudents sur les routes. Allez, à bientôt!